Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire encore un update lecture. Oui, j'en avais déjà eu un il y a une semaine, mais je m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et on pourra dire qu'avec cette update lecture, j'aurai rattrapé le retard des vidéos que j'ai pas faites en fait, voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter 3 livres qui font partie du bilan, donc je vais peut-être pas m'attarder dessus, on verra. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Le Signal de Maxime Chatham, voilà. Publié chez Albin Michel, que j'avais reçu en gain concours, enfin que j'avais gagné en concours, voilà, tout simplement que j'avais reçu en concours n'importe quoi. Donc voilà, et donc dans cette histoire on va suivre la famille Spencer qui vient d'arriver à Mahigan Falls. Mahigan Falls en fait est je pense à 20 km ou 30 km de Salem. Donc il y a toutes les histoires des sorcières de Salem à Mahigan Falls et tout, parce que dans ce livre, selon la légende, elle viendrait de Mahigan Falls et non pas de Salem. Mais pour plus de sûreté, elles ont été mises au bûcher à Salem. Voilà. Et d'un autre côté, on va suivre le nouveau shérif, voilà, qui... Enfin, nouveau. Et un shérif complètement dépassé par tout ce qui se passe là-bas, voilà. Enfin, un shérif... C'est pas le shérif en chef, c'est celui en dessous. Mais bref, et il faut savoir que donc la famille Spencer emménage dans une maison qui aurait appartenu à une des sorcières de Salem, voilà, qui a vu ses enfants se faire déglinguer la tête. Hein, ils se sont carrément tués, ces gosses. Voilà. Et il faut savoir que tout doucement, ils vont ressentir ou percevoir des choses qui vont leur faire penser à une maison hantée, tout simplement. Mais on va rapidement se rendre compte que ce n'est pas la maison qui est hantée, mais bel et bien autre chose, voilà. Et il faut savoir que ce livre en soi est bien, l'histoire est recherchée, même si au bout d'un moment on peut comprendre rapidement ce qui se passe, parce qu'on a des indices assez tôt dans le roman, voilà. Mais comment dire, mais voilà, on comprend quand même ce qui se passe. Mais moi, mon problème vient de Maxime Chatham, donc de l'auteur. Je n'arrive pas à accrocher à son style, voilà, je l'ai déjà dit dans le bilan, mais j'arrive pas à accrocher à son style, à sa manière de ficeler les histoires. En soi, le fond, la trame est bien, mais je pense que j'ai juste un gros problème avec le style de Maxime Chatham. C'est des choses qui arrivent, voilà. Donc en soi, le roman n'est pas mauvais, c'est juste une appréciation personnelle sur l'auteur que je n'arrive pas à accrocher avec son style. Au bout de 2 romans, je pense qu'il est temps de me rendre compte que c'est pas ça, voilà, que je peux pas en fait, j'arrive pas à accrocher tout simplement. En plus je peux même pas revendre le livre. Dites-vous que je ne peux pas le revendre parce que je l'ai eu en gain concours, donc ça serait vraiment dégueulasse de me faire de l'argent sur le dos de la maison d'édition. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, j'hésite à le garder, tout simplement parce qu'en général les livres que j'aime pas trop ou que je sais que je ne relirai jamais, je ne les garde pas, et c'est le cas pour Le Signal, je ne le relirai jamais. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. J'avoue, c'est pas grand chose, mais... Alors ensuite, on passe au tome 3 de la saga Darkest Mind, donc qui s'intitule Dénouement. Il est publié donc aux éditions Le Livre de Poche dans la collection Jeunesse, et il est écrit par Alexandra Bracken. Donc il faut savoir que j'ai décidé de lire ces livres au moment de la sortie du film. Je pense que j'ai vu le film avant. En fait, j'ai vu le premier film avant de lire les livres parce que je voulais comparer. Et c'est quand même assez similaire, mais ça, je vous en ferai une revue si vous voulez. Sur la saga entière, parce que de toute façon, il n'y a que le premier film qui est sorti. Pas le deuxième. Je sais pas s'ils vont faire les autres. Mais dans tous les cas, dans cette saga, je sais pas si on dit trilogie ou saga, parce qu'il y a un 4e tome, mais il fait pas vraiment partie de la trilogie. Enfin bref. On va dire la saga, hein. Donc dans cette saga on va suivre surtout des enfants atteints de la NIAA. Alors oui, je sais, dans le bilan je devais mettre ce que c'était, mais je le mettrai là, promis. Il faut que je me rappelle que je dois mettre ce que signifie NIAA. C'est neuro... Je sais que c'est une neurodégénérescence. C'est écrit dans le premier, mais je sais pas que ça va faire de regarder dans le premier ce que ça signifie. Mais bref, et donc on va suivre des jeunes atteints de la NIAA. Pour ce faire, ceux qui ne sont pas morts
à cause de ça, sont enfermés dans des centres où on leur fait espérer et miroiter un remède, si on peut dire ça comme ça, quelque chose qui pourra les soigner définitivement de cette anomalie, comme ils l'appellent, comme le gouvernement l'appelle, voilà. Et dans le tome 1, donc on va surtout suivre Ruby, qui va s'échapper du camp où elle est internée, voilà. Parce qu'elle, elle se fait passer pour une verte, mais elle n'est pas une verte. Voilà, ce n'est pas sa vraie couleur, elle a réussi à... Quand je vais dire ça, ça va un peu tout révéler, tout spoiler de ce qu'elle est réellement comme couleur, mais elle a réussi à manipuler tous les médecins qui l'ont vue pour leur faire croire que, ben, effectivement, elle est une verte. Parce qu'ils sont classés par catégorie de couleurs, donc les bleus, c'est la force, les verts, c'est la mémoire, les jaunes, c'est l'électricité, les rouges, c'est le feu, et les oranges, c'est les psychés. Les psychiques, voilà. Donc ils sont classés par catégorie de couleurs. Et à Turnwood, donc à bref, on s'en fout du nom, là où elle est internée, il n'y a que des jaunes, verts et bleus. Tout ce qui est orange et rouge ont été enlevés, les oranges sont tués, les rouges sont emmenés, on ne sait où. Peut-être morts aussi, en fait, voilà. Et jusqu'au jour où, en fait, une infirmière va réussir à la faire sortir de là. De là, va se retrouver donc en cavale, du coup, recherchée par les agents psy. Voilà, les forces psy, comme ils l'appellent. Et donc, elle va faire la rencontre de Liam, Chubbs et Zoo, qui sont également en cavale, oui et non, parce qu'ils sont, oui, si, en cavale aussi, mais depuis plus longtemps, et qui, eux, sont recherchés par les forces psy et les chasseurs de primes. Voilà, parce qu'il y a des chasseurs de primes où, en fait, quand un jeune s'évade d'un camp, il y a une récompense qui est promise à celui qui le ramène, mort ou vif, évidemment. Vivant de préférence quand même. Et voilà, donc on va suivre toutes ces aventures avec Ruby, on va suivre toutes les aventures de Ruby avec Liam, Chubbs et Zoo, mais avec aussi d'autres personnages qui vont graviter autour d'elle dans le tome 2 et le tome 3. Voilà, je sais que le tome 4 est surtout du point de vue de Zoo, mais on va suivre aussi Ruby et Liam. Bref, donc j'ai beaucoup aimé ce tome 3 qui offre une fin, si on peut dire ça. Comme j'ai déjà dit dans mon bilan, le tome 3 aurait suffi à lui-même à terminer cette saga, voilà, parce que ça laisse une fin ouverte. Et pour une fois, ça ne me dérange pas tant que ça qu'il y ait une fin ouverte, voilà. Mais voilà. En gros, voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé. Je lirai le tome 4, à mon avis, très très rapidement. Peut-être pas cette année, parce qu'on est en décembre, on va pas se mentir. Peut-être pas là cette année au mois de décembre, mais début 2020 pour terminer vraiment cette saga, voilà. Parce que je pense qu'après le 4e tome, c'est fini, il n'y en a plus. Voilà, donc la saga sera terminée vraiment prochainement. Alors ensuite, encore un autre dont j'ai parlé dans mon bilan, il s'agit du tome 2 de la saga Les Puissants de Vic James, donc qui est publié chez Nathan, voilà, donc qui s'intitule Ego. Où dans cette saga, on suit Abby, Luke, la famille Adley en fait, qui le jour des 10 ans de la dernière, donc Daisy, décide de partir faire leur jour d'esclavage parce qu'ils vivent dans un monde où en fait il y a les égaux, donc les égaux, les doués, ceux qui sont pourvus du don, donc en général les plus riches, et les non doués qui sont les autres en fait, voilà, qui sont je vais pas dire les esclaves parce qu'ils sont pas tous les esclaves, mais ils sont la classe ouvrière en gros, voilà, ils vivent dans un monde où tu es obligé de donner 10 ans de ta vie, et si à ta mort tu ne les as pas donnés, c'est tes enfants qui vont les reprendre à ta place, donc au lieu d'avoir 10 ans, ils en auront 20. Donc c'est vraiment très dégueulasse de faire ça, mais il y a des gens qui le font. Bon, Nina, s'il te plaît, tu veux bien arrêter ton bordel? C'est la seule chose que je te demande. Merci. Et donc, le jour des 10 ans de Daisy, Abby et ses parents ont décidé en fait de partir faire leur jour d'esclavage. Mais c'est Abby qui a tout organisé et normalement, ils sont censés tous partir. Donc, la famille entière, donc Luke, Abby, Daisy et leurs parents, chez les Jardines, donc qui est la famille la plus puissante de Londres, si on peut dire ça comme ça, de l'Angleterre même, je dirais. Seulement, il va se passer quelque chose qui fait que ils vont être séparés parce que Luke va se retrouver à Millmoor, donc une ville d'esclaves, la plus cruelle de toutes, on va dire. Enfin, pas l'une des plus cruelles villes d'esclaves, voilà. Et Abby, Daisy et leurs parents vont se retrouver chez les Jardines. Daisy va, elle, devoir s'occuper de la petite fille d'un des filles Jardines, donc de Gavard.
Abby, elle va se retrouver à faire les comptes avec Jenner. Voilà. Et les parents vont être au service de le père, je sais plus vraiment, et la mère au service d'une des tantes d'un membre de la famille Jardine qui n'est pas très bien et qui nécessite des soins et de l'attention particulière 24 heures sur 24. Et donc dans ce tome 1, on va suivre surtout au début leur installation chez les Jardines, à Millmoor, etc. Mais on va suivre à côté une sorte de révolte en fait des esclaves, de la classe ouvrière, des petites gens, enfin des roturiers comme ils disent dans cette saga. Et moi j'aime de plus en plus cette saga. Je pense que le tome 3, si c'est pas un coup de cœur, au moins il le frôlera parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Et c'est bien simple, là je suis en train, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le 3 et je n'ai qu'une hâte de le terminer pour voir comment se termine cette trilogie. Voilà. Et ensuite on va passer aux 2 livres donc, qui ne font pas partie de mon bilan du mois de novembre mais qui en feront dans le mois de décembre. Donc j'ai lu Deuil de miel de Franck Tillet, donc qui fait partie du double tome Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel. Et dans ce livre, dans ce roman, on va suivre, enfin dans ce thriller même, on va suivre donc toujours Franck Charcot, vu que c'est les 2 histoires centrées sur Franck Charcot avant que démarre avant que démarre la grande saga Charcot et Annabelle. Voilà, enfin même si elle démarre, techniquement elle démarre avec les 2 premiers tomes sur Charcot et les 2 premiers tomes sur Annabelle, mais bref. Donc dans Deuil de miel, on va suivre quelqu'un qui tue les autres à l'aide d'insectes. Donc le premier crime en fait, c'est une jeune femme qui est retrouvée rasée de la tête aux pieds dans une église en position de prière, mais à l'endroit en fait où on va voir le prêtre pour expier ses péchés. Voilà, j'ai pas d'autre explication que ça. Et sur son crâne 7 papillons. Voilà, donc le chiffre 7 est assez important ici. Et voilà, l'importance du chiffre 7 est expliquée dans le roman, mais bref, donc Franck Charcot, après le drame qu'il vient de vivre, reprend du service à la police et c'est sa première enquête officielle dans sa reprise de service, tout simplement. Et donc il débarque dans l'église et petit à petit va découvrir des indices qui vont le mener au tueur et à pourquoi il fait ça, voilà. Et je vous avoue que c'est comme quand j'ai lu Train d'enfer pour Ange Rouge. Je n'avais aucune foutue idée de qui était le meurtrier. Voilà. Alors il est sacrément dérangé, hein, parce que il y a une histoire de paludisme, donc de piqûre de moustique. Il y a une histoire d'araignée. Il y a une histoire de papillons. C'est vraiment tous les insectes qui sont mêlés à tout ça. Voilà. Voilà, qui sont mêlés à tout ça. Et j'ai vraiment bien aimé. Le livre a une bonne moyenne globale en fait des deux tomes. Et ouais, donc j'ai franchement bien aimé et j'ai vraiment hâte de pouvoir me lancer dans la grosse saga de Charcot et Annabelle. Mais pour ça, il faut que je lise avant le tome 2 de Annabelle. Voilà, et je sais pas comment dire de plus que si vous n'aimez pas les insectes, lisez pas. Enfin, lisez-le, mais ça vaut risque et péril, hein, les gars. Si vous avez la phobie des insectes, voilà quoi. J'ai la phobie des araignées et j'ai été un peu dégoûtée quand même. Et là, on va passer à mon coup de cœur du mois de décembre. Je sais pas si on aura d'autres, peut-être. Donc, mon premier coup de cœur du mois de décembre, qui est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié chez Pekaji dans la collection best-seller, donc la collection poche en gros, où dedans on va suivre Emma / Emily, parce qu'elle s'appelle Emily, tout le monde l'appelle Emma, qui vit avec son oncle bien sûr, son oncle et sa tante, et qui va au lycée avec sa meilleure amie Sarah, et un jour elle va faire la rencontre d'Evan, mais il faut savoir qu'Emma chez elle, c'est pas forcément la joie. Et si ce livre est un coup de cœur, c'est tout simplement parce que ce que subit Emma en fait, tout au long de ma lecture, j'ai une boule dans le ventre, une boule dans la gorge, une envie de pleurer tout le temps, tout au long de ma lecture, tellement ce que vit Emma, c'est horrible. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans le livre, attraper Emma et la serrer dans mes bras, lui faire un gros câlin et lui dire t'en fais pas, tout ira bien, tu vas t'en sortir. Voilà. J'ai pas vraiment envie de spoiler ce qui se passe dedans, mais voilà, en gros, j'ai eu une boule au ventre tout le temps là, tout au long de ma lecture, à être là, à m'inquiéter pour Emma, à ce qui pourrait lui arriver de pire que ce qu'elle subit. Voilà, en fait, à chaque fois
qu'il y ait un chapitre où on sait qu'elle rentre chez elle. J'avais la boule au ventre, je stressais pour elle, j'avais peur comme pas possible. Et en plus de ça, l'autrice nous laisse sur un suspense de malade mental. Et je peux vous dire que mon avis, le tome 2 va pas tarder à arriver dans ma pile à lire et ensuite dans ma bibliothèque, parce que ce livre est un coup de cœur. J'ai adoré tout le côté, bien sûr, histoire d'amour, amitié très forte, avec bien sûr ce que j'aime le moins, c'est ce que vit Emma, mais malheureusement c'est le quotidien d'encore beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, ce qui est malheureusement très triste. Mais on peut pas y faire grand chose en fait, parce que nous à notre petite échelle, on peut pas forcément y faire quelque chose. Mais voilà, donc c'est vraiment un coup de cœur et j'ai vraiment hâte de lire la suite des aventures de Emma, Evan et Sarah. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!